Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion des Journées nationales de la paix, du souvenir et du pardon. Journées qui se tiennent ici à Diokwe, région du Guémon, dans l'ouest ivoirien. Mes invités sont donc le maire de Diokwe, M. Honoré Guiboni. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Et à votre droite, nous avons le président du conseil régional, M. Célestin Seredo. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur le président. Et puis, juste à ma gauche, on a le professeur Abdoulaye Bamba, qui représente donc le ministère de la Réconciliation nationale. Bonsoir, monsieur Bamba. Bonsoir, monsieur Gabi. Bienvenue sur notre plateau. Chers invités, bienvenue donc à vous tous. Mais avant de démarrer notre entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo qui nous est proposé par Siaka Kone et Delphine Bla. Diokwe, dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ville cosmopolite composée majoritairement de Oué, de Malinké et d'Allochtones. La ville qui compte plus de 200 000 habitants a une force. Ce sont ces populations. Moi, je suis là il y a 3 ans et le cosmopolitisme en quelque sorte. Les populations sont mélangées les unes des autres. N'importe quel quartier, le Malinké cohabite avec le Guéré, l'Autochtone cohabite avec l'Allochtone. Vraiment sans problème, ça c'est une force. C'est justement cette harmonie, ce vivre ensemble, qui a été impacté par la crise. Plusieurs villages de Diokwe, dont Guitrozon, ont été affectés. Au compteur, plusieurs victimes et des dégâts matériels. Tout le monde est revenu à la raison. Maintenant, on s'attend bien, on cohabite, on fait tout et tout. Donc, il faut que la paix, ça ne soit pas un mot. Voilà, donc, si on prouve vraiment qu'il y a la paix à Diokwe, mais le développement va suivre après. La guerre, ça fait que tout le monde se perd. À Diokwe, il existe désormais une stèle en hommage aux martyrs. Ici, reposent des enfants, des femmes et des hommes. Une dizaine d'années après la crise post-électorale, des actions se sont multipliées pour inviter les populations au pardon, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Je voudrais féliciter tous les personnes qui sont passées, qui nous ont aidés à ce que la paix soit renforcée. Je suis le plus heureux aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs groupes de paix qui prennent la paix partout à Diokwe. On a montré l'exemple solaire à la cause dans le monde entier que Diokwe va dans le bon sens par rapport à ce qu'on fait sur le terrain. L'autre défi à relever dans le cadre de la paix reste la résolution des conflits fonciers. La solution de tous les conflits ici réside dans le règlement de tous les conflits fonciers. Parce que tout est à la base ici. Tous les conflits qu'on retrouve dans le Grand Ouest, tout est lié à la question de la terre. Non, mais il faut régler les questions de la terre de façon diligente, de façon équitable en fait. Si le monsieur vient, il sait que c'est sa terre, on lui donne sa terre. La première des choses, c'est le respect des us et coutumes des tuteurs. Mais aussi, les tuteurs aussi qui ont cédé les parcelles doivent aussi respecter ceux à qui ils ont cédé les terres. Au niveau des forêts et autres, tu vois, non, il faudrait que l'État fasse un effort de faire aussi la part des choses. Hein? C'est vrai, hier, les gens ont vendu des parcelles que les gens ont exploitées il y a au moins 50 ans, 60 ans pour certains. Mais il faudrait que l'État revienne en lui-même pour dire, bon, avec le nombre d'années que vous avez déjà eu à faire sur la parcelle, il faudrait que soit les 50% ou les 100% reviennent aux propriétaires terriens. Ce mardi, le choix de Diokwe n'est pas fortuit pour célébrer la paix. Avec le temps, avec le concours de tous, des élus, des cadres, des populations, des ministres, des cultes, des jeunes, petit à petit, la confiance est revenue. Et je pense que cette célébration de la Journée nationale de la paix est une occasion pour nous de démontrer à la Côte d'Ivoire et au monde entier qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de Diokwe. Dans tous les quartiers, c'est un mélange. Vous partez au quartier Kokoma, qui est réputé être un quartier malinké, mais vous verrez beaucoup de Guérés, vous verrez beaucoup d'autres autochtones. Si vous partez au quartier Ndiaye Bernard, qui est réputé être un quartier Guéré, mais vous verrez des malinqués, vous verrez des gens de la CEDEAO. Donc, ce brassage-là, c'est la preuve que ce qui s'est passé en 2010 et puis après, bon, c'est un lointain souvenir. Des efforts ont été faits. Cependant, beaucoup reste à faire pour une paix véritable. Par rapport aux indemnisations à l'Ouest, il y a beaucoup qui reste à faire. On a beaucoup d'orphelins qui n'ont pas encore de prise en charge scolaire.
Au niveau d'Abidjan, des d'autres régions, il y a eu beaucoup de prises en charge. L'État a mené des opérations pour satisfaire, sinon pour soulager les victimes. Je parle par exemple des prises en charge médicales, des bons qui avaient été délivrés, des cérémonies de remise de chèques pour aider effectivement cette population de victimes-là. Mais par rapport à ça, nous disons qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire quant à des personnes, des victimes qui ont déposé leur dossier. Donc nous prions effectivement les autorités de se pencher sur ce côté-là. Quand la crise était venue, c'est là on était dispersés. Mais maintenant, quand la paix est revenue, nous vivons dans la paix. Le seul problème qui est ici est que la jeunesse est livrée à elle-même. On n'a pas d'emploi. La célébration de la journée de la paix donnera certainement une réponse à ces préoccupations. On veut la paix, on veut la paix. On doit s'écouter, on doit abattre la haine qui est entre nous. Et voilà, le décor est planté. Monsieur le maire, Monsieur Guiboni Honoré, dites-nous, quel visage aujourd'hui Diokwe présente? Merci beaucoup, Hamza. Je suis fier d'abord que cette journée de la paix se déroule à Diokwe. C'est un honneur que l'État fait à notre ville, et précisément au maire que je suis et à toute la population de Diokwe. Bien sûr. Voilà. Et donc, le visage que présente Diokwe, notre ville, moi je suis fier. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise depuis que je suis à la tête de la commune de Diokwe. Et donc, pour moi, une joie au fond de moi. Parce que la population, c'est vrai, tout ce que nos amis, nos frères viennent de dire, c'est certes passé, oui, c'est passé. Mais ce que nous envisageons aujourd'hui, nous avons sensibilisé la jeunesse. Nous leur avons demandé de comprendre que la paix, comme dit le président Fouette-Boigny, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faut avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est important pour que cette paix existe, pour que cette paix ne soit plus fragile. Il faut que nous nous acceptions. Les uns les autres. Les uns les autres. Merci, M. Guiboni. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional, de façon plus globale, quel visage présente votre région? Je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, comme on le dit, nous sommes de plein pied dans les journées nationales de la paix. Mais si nous courons après cette denrée rare qu'est la paix, c'est parce qu'il y a eu crise. Donc avant tout propos, je voudrais d'abord saluer la mémoire de toutes les victimes, quelle que soit leur appartenance politique, ethnique et religieuse, toutes les victimes des 2 décennies de crise post-électorale. Saluer leur mémoire et profiter, dire merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu accepter que ces journées-là se tiennent ici. Parlant du visage que présente ces derniers temps ma région, le Guémon, effectivement, nous sortons de crise, ce n'était pas aisé. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, le premier magistrat de la capitale du Guémon, je veux parler de la ville de Diokwe, nous avons sensibilisé. Nous avons été accompagnés par l'État, par le gouvernement. Il y a eu plusieurs activités. Mais tout compte fait, on ne sort pas d'une crise comme si on sortait d'un dîner gala. Mais ce que nous pouvons accepter aujourd'hui, comparativement au passé, le Guémon présente vraiment une fière allure. Seulement, si et là, il y a quelques réglages qu'il va falloir faire. Et la population ici est composée des Ouais, des Malinqués, des Sénoufos, et des Baoulés et de la communauté de la CEDEAO en général. Comment va la cohabitation, le vivre ensemble ici, monsieur le maire? Le vivre ensemble, pour moi, il est réel. Il est, pour nous, les populations telles que... Je voudrais d'abord faire un état, revenir un peu en arrière. En son temps, nos parents vivaient en bonne intelligence ici. Et c'était intéressant. Parce que tout le monde se connaissait, tout le monde se côtoyait, tout le monde se rendait visite. Mais
au fur et à mesure que la ville connaît une extension, il y a assez de dérives. Et ça, c'est déplorable. Mais aujourd'hui, je dis que Diokwe, c'est bon, ça se vit. Les populations commencent, avant les années 2010, c'était vraiment en chien de faïence que tout le monde se regardait. Et c'était vraiment difficile pour nous. Jusqu'en 2018, quand nous sommes élus, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller vers les différentes populations, les différentes communautés, pour dire de s'accepter. Diokwe est donc très calme aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Quels sont donc les types de conflits, la nature des conflits auxquels on a pu assister ici, Monsieur le Président? D'accord. Vous avez parlé du vivre ensemble. Depuis Félix Houphouët-Boigny, je pouvais dire que cette réalité se vivait. Mais c'est parce que nous avons connu une décennie de crises très atroces que ces quelques valeurs-là nous ont échappé. Mais c'est dans la continuité que le docteur Alassane Ouattara a bien voulu, dans sa philosophie, dans son mode de pensée et de gouvernance, instaurer ce vivre ensemble. Je veux dire que pendant la crise et tout juste après la crise, les populations, chacun, étaient réservés. Et pour peu, la crise pouvait reprendre. Chacun était dans son milieu, cloîtré, et vraiment l'ouverture qui existait, le bon vivre qui existait, a disparu. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous le rassurer. C'est vrai, il y a quelques réglages, comme je l'ai dit dans mon introduction, qu'il va falloir faire, mais le vivre ensemble est de retour. Aujourd'hui, vous allez voir le jeune Oué, le jeune Malinké, le jeune Dan, le jeune alloctone ou bien le jeune de la CEDEAO, ensemble avec le jeune Oué dans des associations. Nous, par exemple, président des régions, dans le cadre de les mettre ensemble, nous avons initié dans le projet Écoterre, qui est un projet à caractère social, pour réussir à mettre les populations ensemble. Il y a des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des groupes d'activités, à la fois agricoles ou bien économiques. Nous essayons de les mettre ensemble. Et aujourd'hui, où nous parlons, vraiment, qu'il s'agisse d'être à des cérémonies, qu'il s'agisse d'être partout, même dans le cadre politique, les populations aujourd'hui ne sont pas disloquées, elles se retrouvent ensemble. Alors, quelle est la nature des conflits auxquels on a pu assister? Bon, c'était quoi? Des conflits liés à quoi? Au foncier, comme on l'a entendu dans le film qui est passé, à la chefferie, à la politique? Quels sont ces conflits? Je voulais un peu faire un ajout à mon président. Le conflit, oui, il est d'ordre foncier, certes, mais il est d'ordre politique. Beaucoup plus politique? Politique, beaucoup plus politique. Qu'est-ce qui se passe? Parce que chacun, en fait, les gens mettaient au devant les partis politiques. Or, nous sommes d'abord, ouais, nous sommes malinqués, nous vivons ensemble. Mais dès lors où le politique a pris le pas, chacun s'est mis de son côté et a voulu défendre de mauvaises manières sans convaincre. Parce que quand on parle de politique, c'est un débat d'idées. Mais beaucoup n'avaient pas d'arguments. Et quand on n'a pas d'arguments en la matière, on arrive au point. Au point. Et c'est ce qui s'est passé. Chacun, parce qu'il faut dire, il y a une caricature que vous devez comprendre. Le Malinké, il est RDR, le ouais, il est plus FPI, ainsi de suite. Vous voyez, donc chacun se dit, chacun défend déjà à partir de son ethnie, son groupe politique. Ouais, et ça, c'était difficile à cerner. Et tout ça, ce sont des facteurs qui menacent la cohésion. C'est des facteurs qui n'ont pas... En fait, les gens, comme je le dis, les gens ne maîtrisant pas la démocratie, l'essence même de la démocratie, se cloître sur cet aspect famille,
politiques et groupes ethniques. Et c'est cela que vous, élus, vous essayez de leur Nous faire essayons comprendre. de faire comprendre aujourd'hui. Professeur Bamba, c'est peut-être tout ça qui explique votre présence ici. Le fait que vous ayez choisi Diokwe pour abriter ces Journées nationales de la paix 2022. Je voudrais dire simplement que ce qui arrive à Diokwe ou ce qui est arrivé à Diokwe n'est pas l'apanage de Diokwe. De façon générale, c'est une crise qui a secoué toute la Côte d'Ivoire, avec une particularité pour la zone de l'Ouest et Diokwe qui est devenue donc une ville martyre. Il fallait donc aller au-delà de tout ce que Diokwe a traversé, fermer la parenthèse et faire comprendre à la population que Diokwe peut vivre en harmonie comme elle a toujours vécu avant, que Diokwe peut connaître une cohésion sociale, que Diokwe peut donner un signal fort à toute la Côte d'Ivoire, que ce qui est passé est dépassé et qu'il faut voir l'avenir avec beaucoup plus de perspectives prometteuses. D'accord. Et ces journées-là ont démarré depuis le 10 novembre et aujourd'hui 14, demain 15 novembre. Et ce sont des journées qui, d'ordinaire, sont célébrées séparément. Les journées nationales de la paix, du souvenir et du pardon. À l'époque, la paix s'était célébrée uniquement le 15 novembre, demain donc mardi, et les journées du souvenir et du pardon, c'était pour le 16 décembre. Pourquoi aujourd'hui c'est fait ensemble? Alors, il faut peut-être expliquer rapidement l'histoire des deux journées. D'accord. La journée nationale de la paix date de 1996. À cette période-là, c'est le président Rikonan Bidi qui était au pouvoir. La journée du pardon et du souvenir date d'août 2020. À la suite des événements liés à la crise post-électorale. Et celle-là, c'est une journée qui est célébrée, qui est tenue, dont le lead est tenu donc par le ministère de la Solidarité. De la Solidarité. Et cette année, le gouvernement a bien voulu que le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale puisse donc célébrer ces deux journées couplées le 15 novembre. Et ce qui explique donc notre présence ici à Diokwe. Pourquoi décider donc le 16 décembre prochain, il n'y aura plus de journée de souvenir et du pardon? Oui, il n'y aura plus de célébration officielle de la journée du souvenir du pardon, mais dans l'esprit des uns et des autres, il faut continuer de se pardonner, il faut continuer également de tolérer et de s'accepter mutuellement. Ça va donc durer une semaine pratiquement? Oui, nous sommes là depuis le 10 jusqu'au 15. Les activités ont commencé le 10 avec des formations à Diokwe et à Guiglo. Le 11, nous avons eu des rencontres de thérapie entre les communautés. Chacun a partagé son expérience. Ce matin, il y a eu des activités scientifiques. Et le 15, la célébration solennelle officielle de la journée. D'accord. Aujourd'hui, donc, 14, les journées scientifiques. Et puis demain, la célébration officielle en présence du Premier ministre. Présence du Premier ministre ou de son représentant. Du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Du président de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'après cette semaine de célébration des Journées nationales de la paix, du souvenir et du pardon ici à Diokwe, vous pensez que quelque chose aura bougé, ça aura fait bouger les lignes, le problème pourrait être réglé définitivement? Il faut que chacun de nous comprenne que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est notre histoire. Il faut l'assumer. Ce qui est arrivé à Diokwe, c'est notre histoire, il faut l'assumer. Et la célébration de la Journée nationale de la paix et du souvenir à Diokwe, au-delà de la symbolique, doit marquer un point de départ. Et je voudrais aussi préciser que le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a entrepris plusieurs missions depuis la fin de l'année 2021 jusqu'à maintenant, qui ont permis de déceler, d'identifier les maux qui rongent la région de Guémon, notamment Diokwe, et à quelques pistes de solutions qu'il faudra donc mettre en application après cette journée pour que demain ne ressemble plus à hier. La journée de la paix, c'est la 26e édition. En 26 ans, qu'est-ce qu'on a gagné, professeur Bamba? 26 années de célébration, pour ne pas qu'on dise que c'est une journée en plus, une journée de trop. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le président Félix Houphouët-Boigny avait pour habitude de dire que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et il disait souvent que le bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Pendant sa période, la Côte d'Ivoire a connu une paix. Et les 10 années que nous avons connues de perturbations ont permis à chacun d'apprécier ce bijou qu'est la paix. Et donc la célébration de la paix, au-delà de la symbolique, comme j'ai dit tantôt,
permet de créer un déclic dans la tête de chacun pour dire, si un jour a été dédié à la paix, tous les jours doivent être des jours de paix. C'est ce qu'il faut comprendre au-delà de la manifestation du 15 novembre. Je pose la question parce que vous vous rendez bien compte avec moi que les pires crises, ou la plupart des pires crises que la Côte d'Ivoire a connues, sont survenues pendant ces 26 dernières années, pendant le temps où on célèbre la paix, 99, 2000, 2002, 2010, 2011. Et je crois que si vous interrogez les Ivoiriens aujourd'hui, chacun regrette ce qui s'est passé. Chacun se dit, on n'aurait pas dû. Est-ce que le regret nous rassure que demain sera meilleur, que cette situation ne se reproduira pas? En tout cas, au niveau du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, on s'attelle à ce que ces valeurs de paix, de tolérance, de pardon, soient le quotidien de chaque Ivoirien. C'est cette mission que le gouvernement nous a confiée et c'est ce que le ministre Kwadwo Konan-Bertin s'attelle à faire avec toute son équipe. Monsieur le maire, quelles sont les causes de tout ce que Diokwe a pu connaître comme dégâts ici, comme crise, comme problèmes intercommunautaires, intracommunautaires? Quelles en sont les causes, les origines, les éléments déclencheurs? Aujourd'hui, on est dans la journée de la paix. Il vaut mieux aller plus que de dire aujourd'hui, voici. Je dis, nous ne maîtrisons pas la démocratie. Cette façon de faire a été mal appréciée par beaucoup, surtout par les jeunes. Donc, on a besoin de formation. On a besoin de formation. C'est important. Chacun apprécie la démocratie comme quand il est dans sa famille avec sa femme. Quand il parle, c'est lui qui a parlé, c'est lui qu'on doit écouter. Non, j'ai dit tantôt que c'est un débat d'idées. Dès lors où il y a débat d'idées, vous pouvez vous comprendre. Mais, donc, ce que nous demandons aujourd'hui, il ne faut pas aller... Qu'est-ce qui a causé ci? Nous voulons qu'il y ait la paix chez nous. On pose la question pour que cela ne se répète pas, monsieur le maire. Oui, mais le mieux, c'est former. Il faut former. Il faut former à la démocratie. Il faut que notre jeunesse ait de l'emploi. Il faut que nous... parce que l'oisiveté aussi joue un rôle. Comme le président l'a dit tantôt, vous savez, on utilise les jeunes. Ils sont manipulés. Il faut l'éviter. Et non, c'est à cela que le président de région et moi, nous jouons un grand rôle. Avoir notre jeunesse avec nous, faire passer des messages de paix pour faire de chez nous, ici, un havre de paix. C'est ce que nous visons. Et pour vous, monsieur le président? Moi, je voudrais aller un peu plus loin. Avant d'attaquer celle politique comme cause, il faut parler d'abord de la perte des valeurs fondamentales. Je vais vous donner un exemple. Avant, entre sociétés, existaient des réalités puisées dans les valeurs culturelles. Je vous donne comme exemple la parenté à plaisanterie. Un homme de l'Ouest, qu'il soit dans ou ouest, ne peut pas faire couler le sang d'un Sénoufo. Et j'en passe. Et vous allez voir, il y a ce type d'alliance par société interposée, ou si vous voulez, par groupe ethnique interposé. Mais avec l'évolution de la société, je dirais même l'européanisation de la société, ces valeurs traditionnelles, ou si vous voulez, anthropologiques, qui faisaient nos fiertés et qui étaient même le socle de la cohésion, ont disparu. C'est vrai, la politique est un élément déclencheur. Le politicien peut venir dans une contrée donnée, véhiculer du faux, rien que pour soulever les populations. Mais je vous le jure, si ces valeurs naturelles, propres à l'Afrique, je voulais parler de la parenté à plaisanterie et autres, étaient encore en nous, n'avaient pas été effacées par le fait d'une évolution moderne de la société, je ne pense pas que le politique ait le dessus sur les populations. Parlant de politique, oui, la politique est aussi un facteur déclencheur de ce que nous avons vécu. Pourquoi? On caricature les appartenances politiques à partir de certaines réalités. Il y a l'appartenance ethnique, l'appartenance religieuse et
on les caricature sur l'espace géographique. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Mais c'est parce que justement, ces valeurs traditionnelles-là nous ont dit au revoir. Et donc, quiconque vient à nous, tout ce qu'il dit passe. L'élément déclencheur, c'est donc la politique, mais je ne dirais pas qu'il s'agit là de la culture de la démocratie, mais il y a trop de rumeurs qui déstabilisent la société. Vous êtes aujourd'hui ici avec nous, on est en train de parler de la paix, je dis n'importe quoi, on va trouver une frange de la population. Tiens, mais il y a un journaliste qui est venu d'Abidjan, il n'a choisi que le maire Guiboni Honoré et Seredo, mais toi tu es un élu, tu fais quoi? Pouf, c'est parti. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parti. Et donc c'est à nous de prendre tout ce qu'il y a comme réalité régalienne pour aussi sanctionner ceux qui véhiculent les fausses rumeurs. Il faut taper dur là-dessus. La politique, d'accord, mais c'est le mensonge en lui-même qui est l'élément déclencheur. Toutes ces pertes en vie humaine, en matériel, etc., l'élément déclencheur, au-delà de la perte de nos valeurs traditionnelles, c'est les fausses rumeurs, les mensonges qui enveniment davantage les situations. Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien compris. Donc, mais un autre élément qui n'est pas à négliger non plus, c'est bien sûr le problème de foncier. Problème du foncier. Et là, je vous propose qu'on écoute Monsieur Bamba Cheikh Daniel, le premier responsable de l'instance qui gère justement le foncier rural. L'agence foncière rurale, créée par le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, qui, dans sa vision prospective, a estimé que la Côte d'Ivoire devait se doter d'un instrument flexible d'attaque pour adresser avec rigueur et vigueur la question foncière. Il n'est pas de contrée cette terre où la question de la quête de l'espace vital n'a pas fait couler le sang. Et même en Côte d'Ivoire, pays de tradition d'accueil, notre hymne national le dit, pays de l'hospitalité, qui a été un pays de grande convergence migratoire, ne pouvait pas échapper à la question foncière sur les différents fronts pionniers qui ont été créés par le café, le cacao. Et Houphouët-Boigny le disait, notre pays ne doit pas être un îlot de prospérité dans un désert de misère. Donc on a eu un afflux massif de populations étrangères. Et même en interne, il y a eu des vagues migratoires en nos peuplades venues du centre-ouest, venues même de l'est, pour aller vers les zones qui avaient la réputation d'être des terres propices pour les cultures de rente. À Dieukwé, vous allez être agréablement surpris. Nous sommes passés il y a un an, il y avait des projets en souffrance. Nous sommes à un niveau de réalisation qui est pratiquement la meilleure réalisation au niveau national. Nous sommes à 102% des taux de réalisation, et je n'ai pas les chiffres devant moi, de délimitation des territoires villageois. On avait cru que c'était des zones où il y allait y avoir de la réticence, un rejet d'un tel projet, mais dès que nous avons expliqué, le peuple oué qui, vous le savez, est un peuple très accueillant, a compris, et il faut le dire avec l'appui du corps électoral, des élus locaux, des cadres, sur les 222 villages qui étaient concernés, pas concernés, que contient le département du Dieukwé, tout a été délimité, borné. La majeure partie s'est vue attribuer un arrêté ministériel signé par le ministre de l'Intérieur pour la délimitation avec les cartes qui sont aujourd'hui sanctuarisées dans notre base de données parce que tout a été dématérialisé. Même le moins petit accord entre les villages, entre les comités villageois de gestion foncière ont été scannés et dans nos bases de données. Donc pour nous, Dieukwé est le champion de la sécurisation. Maintenant, la phase la plus importante et sensible, c'est la délivrance des certificats fonciers. À ce niveau-là, nous n'avons pas encore une opération forte, parce que c'est à la demande qu'on le fait. Mais lorsque c'est gratuit, comme c'est le cas actuellement sur le projet financé par la Banque mondiale, dans 6 régions, déjà, où nous avons, alors qu'on n'avait que 3 000 certificats fonciers en Côte d'Ivoire, nous sommes maintenant à plus de 24 000 en 3 ans. Donc il y a un boom ailleurs, et nous espérons que cette opération que la Banque mondiale prévoit pour être étendue à 16 régions
va venir vers l'ouest, vers Diokoué, et c'est sûr que nous allons aller très vite à Diokoué. La solution ici, c'est surtout la sensibilisation, l'explication, la formation, l'explication pour qu'aucune communauté ne se sente ou dépossédée, ou chassée, ou ses intérêts lésés. On l'a donc entendu, le problème du foncier est bien réel également. Le problème du foncier fait partie des éléments déclencheurs ici dans le Guémon, à Diokoué précisément où nous sommes. Aujourd'hui, lundi donc 14 novembre, veille de la célébration de la Journée nationale de la paix. Professeur Bamba, représentant donc du ministère de la Réconciliation nationale, dites-nous, pour vous, quels peuvent être également les facteurs déclencheurs à ces crises que nous avons connues ici? Vous savez, il y a des facteurs structurels sur lesquels parfois le politique va s'appuyer, sur lesquels les rumeurs vont s'appuyer pour prospérer. Vous avez le taux d'analphabétisme de la population qui est un vrai danger. Vous avez la pauvreté, vous avez le chômage des jeunes qui sont des creusets favorables à l'exploitation de la mentalité de la population. Tout à l'heure, le président du conseil régional l'a dit, les exemples qu'il donne, mais vous avez un taux d'analphabétisme très élevé. Les gens n'ont pas la capacité de prendre du recul et d'analyser les informations qu'ils ont. Vous avez le taux de pauvreté, parfois pour peut-être 1 000 ou 2 000 francs qu'on leur donne, où on leur fait miroiter un avenir meilleur, automatiquement, ils s'adonnent à des pratiques pas très jolies à voir. Mais la question du foncier est une réalité dans toute la région de la Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le ministère donc, a proposé cette conférence-là et que la structure la mieux indiquée pour parler en long et en large du foncier vienne ici expliquer aux populations les défis des acquis et surtout les perspectives pour une cohésion sociale dans la région du Gabon. D'accord. Et avant de passer à la deuxième partie donc, de cette émission, Monsieur le Président, et la question du parc national du Mont Péko. Je me rappelle bien lors de la première visite du ministre de la Réconciliation, nous avons eu à travailler avec le ministère des Eaux et Forêts à travers leurs représentants dans la zone. Il y a aussi que ceux qui habitaient de façon illicite les espaces ont été déguerpis de ces lieux. Et aussi, clandestinement, d'autres se cachent pour mener des activités. Et donc, c'est pour mettre en éveil ceux du ministère des Eaux et Forêts, nous avons des séances de travail, mais ce qu'il faut retenir, le vrai problème qui se pose en ce moment, toutes ces populations qui ont été déguerpies sont rassemblées dans des villages proches, ils ne sont pas loin, mais jusque-là, ils sont aujourd'hui un problème pour nous, dans notre zone. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Où est-ce qu'on les replace? C'est à ce niveau-là se situe le problème. Comment parvenir à une paix durable à Diokoué? C'est la deuxième partie de notre émission. Et avant d'entamer cette seconde articulation, nous allons écouter les populations, ce qu'elles pensent. Notre reporter Siaka Kone a pu leur tendre son micro RTI 1. C'était ce matin dans les rues de Diokoué. La solution que je peux trouver pour la paix ici à l'ouest, c'est de créer des structures pour que nous puissions travailler et coopérer et faire tout ensemble et oublier le passé pour que nous puissions avoir un objectif à atteindre qui est la paix. Que la paix soit consolidée, c'est que les différentes tribus, les différentes communautés puissent vraiment se fréquenter, que chacun vraiment enlève un peu de la tête la politique. Nous sommes ensemble, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous avons le devoir de nous entendre. Pour la paix ici à Diokoué, je voudrais que tout le monde se réunisse, s'attend et puis la paix continue. Et la Côte d'Ivoire revient en bonne forme. Les chefferies, les gens de l'administration, pour avoir réuni tout le monde pour que la parole soit la même et que la paix continue. D'autres ethnies ne se parlent pas, d'autres ethnies ne se parlent pas là. C'est un truc là. Tout le monde, on n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à s'aimer entre nous-mêmes. Pour arriver à la paix, il ne faut pas faire parler avec quelqu'un. Il faut faire réconciliation avec ton ennemi. Lorsqu'il y a un conflit naissant, par exemple, c'est d'anticiper et approcher les leaders communautaires pour s'asseoir sur une table, discuter, trouver une solution. Et surtout, éviter que les gens se piétinent en quelque sorte.
La solution, c'est le dialogue. On doit se réunir d'accord, tomber d'accord. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas si c'est à ta prochaine. Ce qui t'emmène dans la vie, ce qui ne ça va pas chez toi, il ne faut pas voir ton collègue et puis de faire mal à lui. Ce qui ne t'arrange pas, ne fais pas les autres. Ce qu'on propose, c'est qu'on puisse associer toutes les couches possibles. C'est-à-dire les résidents de la CEDEAO, les autochtones, les allogènes, et avoir une assise pour qu'on échange sans rancœur, sans rancune, sans mauvaise pensée. Monsieur le Président du Conseil régional, si on vous demande là, maintenant, tout de suite, les populations du Guémont en général, les populations de Diokwe particulièrement, sont-elles réconciliées? Je vais vous répondre oui et non. Oui, comme nous le disions dans notre introduction, par le passé, c'était vraiment des ennemis, je pèse bien même. Mais aujourd'hui, je peux vous le garantir, toutes les communautés, ensemble, mènent des activités, que ce soit des activités à caractère culturel, économique et même, pourquoi pas, sportive. On le vit au quotidien ici. Et il y a même des communautés, des comités qui ont été mis en place pour traiter de la question sécuritaire. Vous allez voir que tous les leaders d'opinion et tous les leaders de communautés sont au sein de ce comité-là, et avec à sa tête le préfet des régions. En fait, il y a échange. Dès l'instant où il y a échange entre les communautés, ça veut dire qu'il n'y a plus bagarre. Mais non, parce que nous sommes une société, quelle que soit l'évolution de tout type de société, l'on ne peut pas dire à 100% que la perfection a été atteinte. Donc, il faut toujours rester en éveil. Vous avez vu l'élément qui est passé tout à l'heure. Un des intervenants a dit, il faut associer toutes les couches, d'accord? Mais dès qu'il se pose un problème, dès qu'on sent un problème venir, il faut par anticipation appeler qui de droit pour anticiper, pour ne plus que nous vivions ce que nous avons vécu il y a quelques années en arrière. Mais en réalité, la moyenne, elle est bonne. Elle est acceptable parce qu'aujourd'hui, on peut appeler autour de cette table toutes les communautés. Personne ne sera réfractaire à cet appel. Alors, vous, en tant qu'élu, quelles sont les actions que vous menez dans le sens de la réconciliation, Monsieur le maire? Moi, je crois en cette paix. Oui, je crois. Parce que depuis au moins 2 ans, 3 ans, il y a un travail que nous essayons de mener. Et ce travail, je pense qu'il est porteur aujourd'hui. Quel est ce travail? Dites-nous. Il y a la sensibilisation. Et en plus de la sensibilisation, quand je parle de Diokwe, en plus de la sensibilisation, nous associons, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous associons les responsables communautaires de chaque communauté pour leur dire, oui, il y a ci, il y a ça, prenons nos dispositions. Mais quand quelqu'un est associé, est invité à partager l'idéal, ça marche. Mais quand nous les ignorons, c'est aussi un danger. Et c'est pour ça que je dis, je crois. Donc la sensibilisation. Aussi le partage. Nous les invitons chaque fois à échanger beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, à votre niveau, c'est de façon plus large. Vous, c'est le Conseil régional, c'est 4 départements. Vous menez quel type d'action dans le sens de cette réconciliation? Ce qui a prévalu à notre élection, c'est le travail abattu pendant une décennie sur le terrain, tout juste après la crise. Nous avions commencé la sensibilisation avant que nous soyons élus. Avant d'en arriver à ma mandature en tant que président des régions, jeune fonctionnaire des douanes, tout juste après la crise, nous avons pris conscience de ce que quelque chose n'allait pas au sein de Vous êtes capitaine des douanes. Inspecteur des douanes. Inspecteur des douanes. Et donc, mon équipe et moi, nous avons sillonné tous les 4 départements. Et dans nos messages que nous donnions, c'est de voir comment les populations peuvent revenir et vivre ensemble. De 2, comprendre qu'est-ce qui est l'élément, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, déclencheur des crises. Et quels mécanismes et approches de solutions nous pourrions apporter pour que le taux de violence, le taux de crise diminue dans notre zone, dans notre région.
Je me rappelle, un jour, nous avons convié tous les jeunes du Guémon au foyer de Bangolo. C'était difficile. En ce moment, quiconque venait au nom du gouvernement ou au nom de tout ce qui a un caractère public, tu es déjà soupçonné. Nous leur avons demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour que plus jamais l'on assiste à ces dérives dans notre région qui ne nous fait pas vraiment honneur. La première des choses que les jeunes ont eu à nous dire, c'est qu'ils n'ont pas d'emploi. Effectivement, l'oisiveté entraîne tout dérive. Quand on n'a rien à faire, le premier qui vous tend un petit billet de banque, vous êtes à sa solde. Je leur ai dit, mais à l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont dit, grand frère, nos routes sont impraticables. Mais il y a un phénomène nouveau qui est né, celui du transport à travers les taxis motos. Si vraiment vous nous donnez ça, et que chaque soir on peut descendre avec quelque chose en poche, mais nous on n'a rien à foutre avec ces dérives-là. Et nous l'avons essayé pendant 10 ans. Effectivement, le taux d'actes délictueux a baissé de façon drastique dans le Guémon. Et des jeunes gens à qui on donnait 1000 francs, 500 francs pour aller consommer de la boisson frératée, pour se donner au vandalisme, etc., ont arrêté. Nous avons même eu à encadrer certains jeunes, pour la plupart diplômés, mais qui n'avaient plus d'espoir, ayant perdu l'espoir, étaient à la merci de n'importe quel homme de mauvaise augure, permettez-moi cette expression. Nous les avons encadrés, donné des frais pour aller s'inscrire au concours. Beaucoup sont en train de rentrer dans le tissu social aujourd'hui. Mais vous voyez que quand vous allez approcher ces populations qui ont perdu espoir, et que vous lui donnez cet espoir, c'est des leçons que vous donnez aux autres générations qui regardent. Ah oui, c'est qu'on peut avoir un aîné qui peut vraiment nous sortir de cette merde-là. Donc, c'est par ce processus-là, nous avons réussi aujourd'hui à capter l'attention de ces jeunes-là, qui pour la grande majorité ne jugent que par nous. Devenu donc président de région, nous avons eu plusieurs types de projets où nous avons même donné des fonds à des ONG, à des associations de femmes, à des associations de jeunes pour rentrer de plein pied dans leurs activités génératrices de fonds. Ce qui m'amène à vous poser la question, hein, Monsieur le Président. Oui. Vous parlez de l'emploi, les jeunes qui sont sans emploi. Quels sont donc, au-delà de cela, les problèmes, les préoccupations réelles de la population en général? Les jeunes, d'accord, eux principalement sans emploi. Oui. Et les femmes? Justement, c'est la même chose. Les femmes aussi ont besoin d'être appuyées. Et c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, que le Conseil régional, tout dernièrement, en avait distribué modestement des chèques d'une valeur de 40 millions dans le projet Écoterre, et les femmes sont en train de mener leurs activités pour d'autres le commerce, d'autres la culture de maraîchère, etc., etc. Je vous dis que quand quelqu'un ne fait rien, qu'il se tire les pouces, il est dangereux pour la société. Dès l'instant où il a des activités qu'il occupe, il ne peut pas s'adonner à n'importe quoi. Mais ce que vous dites n'est pas que l'apanage de la seule région du Guémon. Partout en Côte d'Ivoire, dans plusieurs régions, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, il y a des femmes qui ont besoin d'activités génératrices de revenus, mais il n'y a pas la crise qu'on a connue à Diokwe. Eux ne la connaissent pas forcément. Il y a donc quelque chose de particulier chez vous. Vous me ramenez donc en arrière. Nous avons dit il faut tout faire pour que les valeurs... C'est vrai, l'occupation des jeunes est une réalité. Mais la psychologie, la mise en forme de la psychologie même de sa population est une réalité dont il faut tenir compte. C'est le point de départ de toute activité. J'ai dit, dès l'instant où les jeunes ont en eux les valeurs culturelles, ils ne peuvent pas se laisser emporter par certaines activités. Deuxième cas, si les fausses rumeurs politiques, le mensonge qui envenime les situations dans notre région, si l'État a pris ses responsabilités pour punir qui de droit, mais de vous à moi, qui d'autre par le biais d'un simple mensonge va accepter de perdre 3 ans, 4 ans en prison? Ça va s'arrêter et les populations seront tranquilles. Et nous, politiques, qui courons après le développement pour faire plaisir à nos populations, nous serons plus à l'aise et le gouvernement même sera plus regardant vers nous. Quelle proposition vous faites au gouvernement, justement, qui vous suit en ce moment précis, pour le bonheur de vos populations, Monsieur le maire? Ici, à Diokwe, nous avons assez de potentialités.
Vous savez, nous avons par exemple au plan agricole plus de 10 000 hectares de bas-fonds inexploités. Dans le Guémon? Dans le Guémon. Non, je parle de la commune de Diokwe. De Diokwe, d'accord. Mais si vous allez dans la préfecture de Diokwe, il y a eu les projets BAD qui ont permis des aménagements de bas-fonds vers Tienhoula, Dibobli et autres. Ouais. Et ces bas-fonds-là, ils ont été aménagés par l'État de Côte d'Ivoire à travers le projet BAD et inexploités. Donc, aujourd'hui, à Diokwe, nous avons 10 000, je dis bien plus de 10 000 hectares de bas-fonds. Mais s'ils sont aménagés et qu'ils ne sont pas exploités, la oui, faute à qui? je viens. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État, je dirais, procède par un plan Marshall pour la région. Oui, ce plan Marshall va permettre à nos jeunes d'être à l'œuvre, à nos moments d'atteindre l'autonomisation. Et à partir de là, avec la riziculture dans cette zone-là, notre zone, dans cette zone à Diokwe, cela peut permettre de nourrir la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc c'est important qu'on s'occupe de Diokwe, on s'occupe du Guémon. Et on s'occupe de toute la Côte d'Ivoire. De toute la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a moi, je parle de... bien sûr, vous êtes le maire voilà. de Diokwe. Professeur Bamba, Abdoulaye Bamba, représentant donc du ministère de la Réconciliation, dites-nous quels sont vos acquis, vous, ministère de la Réconciliation nationale, en matière, bien sûr, de réconciliation? Je voudrais revenir sur une question que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez dit que la pauvreté, tout ça n'est pas l'apanage de la zone de l'Ouest. Vous avez entièrement raison, mais dans l'analyse de la profondeur de la crise à l'Ouest ici, il faut prendre en considération un autre aspect, un autre paramètre extérieur qui est lié à la guerre au Libéria. L'interaction entre le conflit au Libéria et la crise ivoirienne a fait que l'Ouest de la Côte d'Ivoire a payé un très lourd tribut des conséquences des guerres. C'est ce qui fait un peu la spécificité de l'Ouest. Pour revenir à votre question, je dirais qu'au niveau du ministère, la fin de l'année 2021 et l'année 2022 ont été l'occasion pour le ministre d'avoir une activité très intense dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans le Guémon. En octobre 2021, en décembre 2021, en mai, en juillet, en août, le ministère a entrepris diverses actions dans cette zone, notamment des missions d'écoute. Ensuite, le ministre lui-même a effectué des visites de travail ici. Il est allé au même Montpéco, comme l'a dit tantôt le président du conseil régional. Nous avons organisé également des dialogues intercommunautaires qui ont permis aux belligérants de se parler, chacun de ressortir ce qu'il le reprochait à l'autre, et après de se saisir la main, de se saluer et de se dire plus jamais cela. C'est des actifs que nous enregistrons au niveau du ministère, des dialogues intercommunautaires, des missions d'écoute, mais aussi des actions qui ont été posées également. Le ministre est venu ici pour inaugurer la maison des chefs, tout ça pour rester dans la dynamique vertueuse de la réconciliation et de la cohésion dans la région du Goumen et dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a collaboration entre vous et l'institution, le médiateur de la République? Absolument, absolument. Je voudrais vous dire d'abord que les deux personnalités qui dirigent ces institutions, le médiateur et le ministre de la Réconciliation, sont très proches. Je ne voulais pas violer un secret ici, mais le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale appelle affectueusement le président de la médiature son père. J'étais une fois avec lui et j'ai vu le type de rapport qu'il y a vraiment entre les deux. Mais au-delà des relations interpersonnelles, sur le plan institutionnel, les choses se passent globalement très bien. Chaque fois qu'il y a des actions que nous menons, nous associons. Et quand eux aussi ont des actions à poser dans le sens de la réconciliation. J'ai cru comprendre qu'il y a, de façon technique, il y a chevauchement. Vous, par exemple, vous êtes responsable de la gestion... la prévention des conflits. Oui, la prévention des conflits et tout. Je pense que ce poste existe également à l'institution, le médiateur de la République. Je ne sais pas si ce poste existe, mais les questions d'ordre technique sont en train d'être, au fur et à mesure,
Il y avait quelques petits bouclages, notamment au niveau des comités de veille d'alerte précoce. Mais c'est des choses, les techniciens des deux institutions sont en train d'accorder leur violon. Et je pense qu'il y a moins d'inquiétude maintenant à se faire. Et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté abrite l'Observatoire, un observatoire que vous aussi vous réclamez. Oui, vous savez, l'Observatoire a un rôle d'alerte. Et au niveau du ministère de la Réconciliation, vous devez disposer d'un tel instrument pour être très actif sur le terrain, anticiper, être informé de toutes les menaces qui planent sur la cohésion sociale et la cohésion nationale. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème d'attribution de structures sous tutelle ou alors... Je ne voudrais pas rentrer dans ces polémiques, mais je pense que la hiérarchie travaille pour que les choses fonctionnent mieux dans le bonheur de la population ivoirienne. Voilà 2 ans que vous existez, depuis décembre 2020, c'est cela? Tout à fait. Décembre 2020, aujourd'hui, bientôt, nous sommes en décembre. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes en train de réussir votre mission, vous, le ministère de la Réconciliation? Est-ce que les Ivoiriens sont en train de se réconcilier ou alors c'est fait, ils sont réconciliés? Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre le contexte de 2020 et le contexte de 2022. Lorsque le ministre Kwadwo Konan-Bertin est nommé à ce poste, le climat social, le tissu social était difficile. Il a pris son bâton de pèlerin, il a parcouru pratiquement tout le territoire ivoirien avec un message de paix, des mots de cohésion sociale, de cohésion nationale. Au niveau structurel, le ministère lui-même est en train de se redéployer sur tout le territoire avec l'installation des directions régionales, de la réconciliation et de la cohésion nationale, qui vont également être des bras séculiers du ministère dans toutes les régions pour être plus proches de la population et répercuter toutes les menaces et anticiper parfois sur les crises. Et je pense que dans quelques mois ou quelques années, si nous sommes encore là, beaucoup de choses encore se verront, et beaucoup de choses positives surtout. Et le ministre, en tout cas, travaille à cela. C'est pour ça que nous sommes avec lui, et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Et cette émission est en train de tirer à sa fin. Monsieur le Président, Diokwe a souffert, beaucoup souffert par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Diokwe respire l'air de la tranquillité? À l'état actuel de notre avancée, il faut que nous vous disions la vérité. Tout va bien à Diokwe. Tout va bien à Diokwe. Nous sommes politiques. Et après la crise, nous avons sillonné, comme mon aîné, M. le maire Guy Bonnet-Honoré a dit, les populations pour leur parler de paix, pour leur parler de cohésion. Bien entendu, avec l'appui du comité mis en place ici par le préfet des régions. Et nous sommes des agents de développement, lui et moi. Notre raison d'être, c'est d'apporter ce développement tant attendu à la population. Le message que nous véhiculons et qui aujourd'hui a pris, si tel est que vous attendez le développement de la part du gouvernement, permettez-nous d'avoir les coudées franches et aller chercher le développement. Les populations ont compris. Lorsqu'on parlait tout à l'heure en off, je vous ai dit, regardez cette route qui part du Guémon jusqu'à Abidjan. Tout cela faisait partie des plaintes des populations, des grognes des populations. Vous pouvez passer 10 heures de route à cause de l'état très avancé en délabrement de cette voie-là. Mais aujourd'hui, en 4 heures, 4h30 de temps, vous êtes dans le Guémon. Parce que le président de la République a accepté de bitumer cette voie. Comme il le fait partout ailleurs. Partout, oui, mais nous parlons de notre part des gâteaux que nous recevons. Parlons justement des infrastructures routières, vu que nous y sommes. Oui. À l'intérieur de Diokwe, qu'en est-il? 100 km de bitume depuis Daloa jusqu'à Diokwe, on l'a vu, on l'a testé de nos propres yeux, de nos propres routes véhicules, on l'a vu, c'est propre. Et à l'intérieur de Diokwe, qu'en est-il du bitume? La commune de Diokwe bénéficie de 10 km de bitume accordés par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces travaux... Cette promesse vous avait été faite en 2019? Oui, 5 octobre 2019.
à la place publique. Et ce que nous avons accueilli et remercié même le président de la République pour les efforts à l'endroit de Diokwe, de la population de Diokwe. Et ces travaux ont pris du retard, certes, mais ça va l'être. Les travaux ont débuté. Les machines sont là, à la préfecture de la région. Hein, les travaux ont déjà commencé par là-bas. Et donc, Diokwe va bénéficier des 10 km. Et au niveau des infrastructures scolaires, l'école, il y a un seul lycée public ici à Diokwe? Oui, effectivement. Au niveau du primaire, ici, près de 23 000 écoliers. Et nous n'avons qu'un seul lycée moderne, public. Qui déjà compte des milliers et des milliers d'élèves. Vous savez comment on appelle là-bas, hein? Le proviseur Georges a dit, c'est le village. À cause du nombre pléthorique d'élèves. Hein, et donc, aujourd'hui, nous souhaitons que le gouvernement se penche sur ce côté-là pour nous construire un deuxième lycée classique, un lycée moderne, pour permettre à nos enfants d'avoir du savoir. Des collèges de proximité, le président, il en construit, non? Justement, parlant de lycée, nous avons compris qu'il y avait un problème pour ce qui concerne l'éducation nationale. Et l'État lui-même, à travers les programmes du gouvernement, nous a octroyé un certain nombre de collèges de proximité. Et le conseil régional aussi en a construit. Vous allez voir, par exemple, une grande sous-préfecture à Diokwe, ici appelée Gbapleu. Le conseil régional vient de construire un collège de proximité qui a ouvert cette année. Vous allez voir même au sein du lycée, en attendant que nous finissons tous ces collèges de proximité, pour la plupart qui sont ouverts cette année, nous avons même construit des bâtiments au sein du lycée, rien que pour désengorger l'effectif pléthorique que connaît ce lycée. Mais nous voulons profiter de cette antenne pour dire merci au président de la République qui a donné 8 collèges de proximité au Guémon, au-delà de ce que le conseil régional construit. Ça fait au total 16 collèges de proximité, dont 5 ont ouvert cette année. Donc nous pouvons dire, pour ne pas trop aller à l'encontre de ce que, bien entendu, M. le maire a dit, il faut d'abord reconnaître le peu qu'ils nous ont donné pour qu'on demande un autre lycée. Je voulais donc dire merci au président de la République. Au niveau des infrastructures sanitaires, ça va? À Diokwe, nous avons un hôpital général. Carrément rénové, réhabilité. Qui est à rénover ou rénové. Déjà rénové? Déjà rénové. D'accord. Mais un seul hôpital pour 221 000 habitants, ça fait... Oui, déjà le fait que le gouvernement ait réhabilité, rénové ce bâtiment, construit même d'autres bâtiments, c'est déjà bon. Hein? Avant de demander un autre, il faut déjà dire merci au président de la République et au gouvernement pour cet effort-là. Parce qu'en son temps, il n'y avait que, je crois, moins d'une dizaine de bâtiments. Aujourd'hui, on en compte de bâtiments flambant neufs. D'accord. Je sais qu'à Petit Diokwe, par exemple, il y a un centre de santé qui malheureusement est en train de tomber en ruine, faute d'équipement, faute d'infirmiers ou de médecins. C'est vrai, cette information que nous avons eue? Effectivement, le bâtiment a été construit et inachevé par mon prédécesseur. Nous l'avions carrément terminé. Il est achevé aujourd'hui, mais nous suivons toujours. Au niveau de la salubrité dans Diokwe, comment ça va, monsieur le maire? Ça va bien? Ça va. L'ANAGED nous appuie beaucoup. L'ANAGED nous a donné des équipements d'une valeur de 18 millions. D'accord. Pour le nettoyage? Pour le nettoyage. L'assainissement? Voilà. Et aujourd'hui, ils ont envoyé une équipe venue de Daloa pour nous appuyer, pour les dépôts sauvages qui existaient et tout. Et donc, tout le travail a effectivement commencé, le travail s'accomplit. Merci, monsieur le maire. Avant de nous quitter, je vais demander à chacun de vous de dire un mot sur Diokwe à l'occasion donc de ces journées nationales de la paix, du souvenir et du pardon. Monsieur le représentant du ministère de la Réconciliation va boucler la boucle, mais avant, je vais commencer par monsieur le président, monsieur Célestin Seredo. Docteur Célestin Seredo, il faut dire que vous avez soutenu votre thèse il n'y a pas très longtemps, 2016, et le thème justement se rapportait un peu au retour des exilés.
des personnes exilées sur nos terres. C'est ça. Voilà. C'est une information que nous avons eue. Allez, dites-nous un mot sur Diokwe avant que nous... D'accord. Je voudrais dire merci à la RTI. Merci au président de la République qui a bien voulu accorder et accepter le choix de Diokwe quant aux journées nationales de paix. La paix, pour nous, est une denrée rare. Et comme nous l'avons dit, c'est en période de paix que nous pouvons bénéficier du développement que nous offre le président Alassane Ouattara. Dans les périodes de troubles, l'on ne peut parler de développement. Merci parce que le choix de Diokwe en appelle à plus d'un. Il y a eu des événements qui se sont passés. Nous sommes en train de cicatriser les plaies et nous savons déjà que la guerre est derrière nous, mais il faut emmener les uns et les autres à comprendre que le pardon est le socle de toute activité humaine. On peut se tromper. On peut même perdre le chemin qu'on avait emprunté. Mais la seule chose qui caractérise l'être humain, c'est de faire un feedback de tout ce qu'on a vécu et choisir le chemin, celui le mieux indiqué pour faire tout ce que nous avons à faire en vue d'atteindre le développement. 1000 fois merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional. Docteur Seredo Célestin, vous êtes donc docteur en sociologie. Monsieur le maire, Guiboni Honoré, Monsieur le maire de la commune de Diokwe, un mot sur votre chère commune. D'accord. Pour la conclusion, je voudrais d'abord dire grand merci au chef de l'État et à son gouvernement, conduit par le Premier ministre Patrick Hachi. Parce qu'ils ont fait, en matière de sécurité, beaucoup pour Diokwe. Oui, il faut le souligner. La CRS 7, oui. 200 éléments. Nous avons la CRS 7 avec 200 éléments. La compagnie de gendarmerie, 200 éléments. Le peloton mobile, 200 éléments. Et aujourd'hui, avant de vous retrouver sur ce plateau, nous avons reçu le commandant de l'opération de la FACI, opération frontière de la FACI. Et donc, ils sont 50 éléments qui arrivent et que le maire va chercher à loger, à trouver un site. Ouais. Donc, pour tout... La sécurité devient une réalité. C'est une réalité aujourd'hui à Diokwe. Oui. Et donc, nos parents peuvent vivre en bonne quiétude. Et ça me réjouit énormément. Aujourd'hui, Diokwe, dont l'image était ternie, va retrouver la bonne voie. Et ça me réjouit énormément. Vous voyez? Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, en pays où on dit le merci, il est significatif. Les Ouai qui sont très hospitaliers, j'avais envie de le rappeler avant la fin de cette émission. Et ça, c'est de notoriété publique. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes dans l'administration. Oui. Inspecteur. Inspecteur divisionnaire. Inspecteur divisionnaire. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant au professeur Bamba, l'historien, professeur, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Professeur, vous représentez le ministère de la Réconciliation ici sur notre plateau. Un dernier mot à propos donc de ces journées qui sont célébrées ici. Au nom du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, je voudrais dire merci au président de la République. Lorsque la proposition a été faite, qui a accepté que la journée vienne se dérouler à Diokwe. Et je pense qu'en écoutant les élus de la région, le président de la République a eu raison. La journée nationale de la paix, du souvenir du pardon, vient donc confirmer que Diokwe n'a pas été oublié et que Diokwe ne peut pas être oublié et que Diokwe ne sera jamais oublié. Merci. Merci, professeur. Merci, chers invités. Merci à vous, nos élus. Monsieur le Président Célestin Seredo, merci beaucoup à monsieur le maire de la commune de Diokwe, monsieur Honoré Guiboni. Merci à vous, professeur. Merci professeur Abdoulaye Bamba, représentant donc du ministère de la Réconciliation nationale. C'est la fin de cette émission spéciale depuis Diokwe, la ville martyre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous la présenter. Merci à ma réalisatrice
réalisatrice Marietta Langba, la rédactrice en chef Delphine Blas, les directeurs Lancine Koné et Abiba Dambélé Sawé. Spéciale salutation à Ricardo Somone, que nous avons été heureux de retrouver ici dans le Guemont à Diokwe. Il a passé 40 années de sa vie de bons et loyaux services donc, à la RTI. Merci à vous tous et à ma très chère et dynamique équipe technique qui nous a aidé à mettre tout cela en place. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve demain mardi 15 novembre, pour cette émission de débat 90 minutes sur les violences faites aux enfants. À demain.